il est venu, il s'est emparé d'un couteau de boucher et il a asséné des coups de couteau à ma mère sous mes yeux. Moi, j'ai un trouble dissociatif de l'identité, donc le fait d'avoir été diagnostiquée a complètement changé ma vie. Alors, je m'appelle Serena Davis. Serena Davis, c'est un nom de plume, parce que je suis auteure de romans et nouvelles. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Guide d'écriture, qui accompagne des auteurs, atypiques ou non, qui veulent écrire leurs romans et qui accompagne aussi des entreprises par des ateliers et des conférences sur le sujet de l'inclusivité, c'est-à-dire de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein d'un environnement favorable à la communication avec des personnes qui n'ont pas de handicap ou qui ont d'autres handicaps. Moi, j'ai un trouble dissociatif de l'identité, donc ça se classe dans la catégorie des handicaps invisibles, dans la mesure où ça ne se voit pas. Je n'ai pas une étiquette sur le front qui dit voilà, cette personne a un TDI, c'est l'acronyme. C'est ce qu'on appelait autrefois un trouble de la personnalité multiple. C'est-à-dire que j'ai une alternance d'identité qui complique la vie dans la mesure où ça crée des amnésies régulières, des pertes de repères spatio-temporels et un sentiment permanent de décalage avec des formes de déréalisation, de dépersonnalisation. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de m'ancrer pour avoir ce sentiment d'être présente dans l'instant. Les alters, c'est un mot pour désigner ces différents rôles que la personne qui a un trouble dissociatif de l'identité va devoir jouer. Si on compare au théâtre, la vie c'est un théâtre. Toute personne a différents rôles dans son quotidien. Vous êtes la personne qui travaille, vous êtes la personne qui va être avec sa famille, ses enfants, vous êtes une autre personne quand vous êtes avec votre cercle amical. On ne s'adresse pas de la même manière quand on parle à son enfant que quand on parle à son patron. Ça, ce sont des rôles, donc le travail, la famille, etc. Une personne qui a un trouble dissociatif de l'identité va dissocier au maximum ses rôles, je schématise, mais vraiment, en gros, c'est ça. Ce qui fait qu'ils sont étirés tellement à l'extrême qu'il n'y a pas de communication ou une moindre communication qui va passer d'un rôle à l'autre. Ce qui fait que la journée est fragmentée et on a des amnésies régulières. Par exemple, quand je vais être sur une tâche très professionnelle, je vais incarner une identité, donc j'ai un alter qui va prendre le front, c'est-à-dire venir dit dans la lumière, un terme un peu ésotérique, mais en réalité c'est beaucoup plus simple que ça. Simplement je change de fonction, j'appuie sur un bouton et je deviens la personne qui travaille. Seulement quand je vais passer sur une personnalité sportive, sur une identité sportive juste derrière, eh bien je peux avoir oublié en un instant tout ce que j'ai fait dans l'heure qui précédait. C'est-à-dire que si on va me demander une information qui m'a été donnée peut-être 30 minutes avant quand j'étais sur ma tâche travail, je serai incapable de la restituer. J'ai mis en place des stratégies pour communiquer d'un alter à l'autre à travers des journaux, donc papier, à travers une application qui s'appelle Wall Family, qui me permet de noter tout ce que je vais avoir à faire dans la journée. Donc ça, c'est pour éviter les perturbations liées à des problèmes d'agenda. On ne sait pas ce qu'on doit faire le matin ou l'après-midi. Tout est noté. C'est également partagé avec mon conjoint qui lui aussi peut m'aider à me se rappeler d'événements importants par exemple. La communication, elle passe par les écrits et là-dessus, l'écriture m'est d'une grande aide au quotidien parce que à travers les projets d'écriture que j'entreprends, on va pouvoir communiquer soit sur des projets qui sont partagés, soit en allant voir en fait ce qu'ont fait les autres alters, les autres identités de leur côté sur d'autres projets. J'ai commencé en 2020. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle « Les chats retombent toujours sur leurs pattes ». C'est une autofiction et ça raconte les aventures d'une jeune femme qui a une vie amoureuse extrêmement compliquée, qui a du mal à comprendre tout ce qui lui arrive, mais qui essaie toujours de regarder sa vie avec une forme de dérision et de positivité. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'étais dans une période extrêmement troublante. C'était au moment de la Covid et j'étais loin
d'imaginer que les perturbations que je vivais au quotidien, les différents dérèglements, les pertes de repères, les amnésies qui devenaient de plus en plus fréquentes, étaient liées à un trouble dissociatif de l'identité. À l'époque, j'étais cadre à la Défense, j'avais un poste à responsabilité, j'ai toujours eu une vie conjugale compliquée. Là, je me retrouve enfermée dans un appartement, fini l'hyperactivité, fini ce surmenage qui me permettait quelque part de ne pas faire face à mes traumatismes passés, y compris à mes identités. Finalement, j'avançais plus à l'aveugle et c'était très perturbant. Je commence à voir des bizarreries arriver dans ma vie. Je souffre. Je souffre beaucoup. Il faut savoir que le trouble dissociatif de l'identité, c'est quand même des réminiscences et des reviviscences traumatiques qui sont extrêmement difficiles à vivre pour les personnes concernées qui ont vécu ces souffrances par le passé et qui restent des douleurs au présent. Je vis tout ça et je me dis à un moment donné, il faut que tu respires, trouve une activité qui te permette de ne pas sombrer. À l'époque, je souffrais de certaines addictions, je prenais des antidépresseurs et je me sentais couler. Il fallait absolument que je remonte à la surface et pour remonter à la surface, j'ai écrit ce livre qui est une comédie romantique où j'ai regardé de haut, en créant ce personnage qui s'appelle Sabrina, la vie que j'avais eue et je me suis dit, ris de tout ça, ris de tout ce qui t'est arrivé. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Le fait d'avoir été diagnostiquée a complètement changé ma vie. Au départ, en créant des difficultés que je pensais ne pas avoir, et puis progressivement, avec l'apprentissage justement, enfin la connaissance de soi, l'apprentissage de ces différentes identités, de la manière dont je fonctionnais, j'ai amélioré ma vie. Avant d'être diagnostiquée, j'avais déjà des bizarreries au quotidien. C'est pas arrivé comme ça avec le diagnostic et je les vivais très mal. J'étais en permanence avec ce sentiment de décalage par rapport aux autres. Je me sentais pas à ma place dans la société et je me souviens d'avoir dit à un psychologue que j'avais consulté, je me sens pas à ma place dans mon environnement familial d'où je viens, qui était très difficile, et je me sens pas à ma place non plus dans ce nouvel environnement à la banque avec voilà, des gens qui font partie d'une classe sociale plus avancée. En fait, j'ai ma place nulle part. Il m'a dit pourquoi vous seriez l'un ou l'autre et pas l'un et l'autre. Et j'ai compris en fait que je me sentais sans arrêt avoir les fesses entre deux chaises. J'intériorisais ces souffrances qui sont dues au passé traumatique et en même temps, j'avais envie en fait d'être comme tout le monde, comme si je n'avais pas vécu ces traumatismes. Et le fait d'avoir été diagnostiquée me met un mot sur mes mots et me permet de réaliser qu'en réalité, ce sentiment de décalage, il n'est pas lié à une forme de statut hybride, il est simplement lié au fait que j'ai cette vision fragmentée de ce que peut être mon quotidien en fait. Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent être à l'origine du trouble dissociatif de l'identité. Il faut déjà savoir que ce n'est pas un handicap avec lequel on est, enfin on n'en sait rien, mais supposément ça reste un handicap qui est lié à un traumatisme fort vécu pendant l'enfance. Je ne sais pas à partir de quelle date mes traumatismes commencent parce qu'en réalité, ma vie a été une succession d'événements traumatiques. Mon père, quand j'étais enfant, était déjà violent. Donc j'ai grandi dans des conditions familiales pas très favorables. Donc violence intrafamiliale, ce qui a amené ma mère à demander le divorce en 1993. Et un jour, mon père est revenu à l'appartement en pleine procédure ou après le divorce. J'ai pas forcément des informations très clairement dans la tête, mais il est venu, il s'est emparé d'un couteau de boucher et il a asséné des coups de couteau à ma mère sous mes yeux et sous les yeux de mes frères et sœurs qui étaient présents également dans l'appartement. Donc ça a été un gros traumatisme. Moi j'avais 8 ans, j'ai vu ma mère s'effondrer, j'ai vu mon père partir avec les menottes. Ce trouble dissociatif qui a été provoqué par cet événement douloureux qui est en fait l'attaque au couteau de mon père envers ma mère a été aggravée sans doute
par d'autres formes de violence, dont une violence conjugale que j'ai vécue pendant 6 ans et qui voilà, m'ont conduite à être extrêmement fragmentée. Je pense que si j'ai réussi à me construire malgré le trouble dissociatif identité, c'est peut-être parce que j'ai réussi à me construire grâce au trouble dissociatif de l'identité. Je me dis que si je n'avais pas eu cette fragmentation qui m'a permis d'enterrer le souvenir traumatique, enfin, sous l'enveloppe d'une identité qui allait le garder secrètement quelque part dans un coffre dans ma tête, ça a aussi permis à toutes mes autres identités d'avancer sans avoir cette reviviscence, ces réminiscences traumatiques. C'est-à-dire que je n'avais pas le souvenir en permanence en face des yeux. Pour moi, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que le cerveau peut être capable, pour nous éviter d'avoir ces souvenirs dans la tête de manière permanente et donc nous permettre d'avancer et de faire un petit peu de vivre comme tout le monde, même s'il y a toujours ce sentiment de décalage, c'est plutôt une force qu'une faiblesse pour moi. Donc, quelque part, ce handicap m'a permis de me poser dans la vie, en tout cas de construire ma vie professionnelle, m'a permis de me construire aussi une vie sportive, d'avoir des amis. Là où c'était un peu plus compliqué, ça a toujours été sur la vie amoureuse parce que du coup, le fait d'avoir 8 personnalités avec des goûts différents et des manières de fonctionner différentes rendait pas la stabilité évidente. Quand j'ai découvert que j'avais un trouble dissociatif de l'identité, je me suis rappelée d'un événement qui s'est produit quand j'avais 27 ans. C'était le jour de mon anniversaire et j'avais invité une amie d'enfance avec qui j'échangeais beaucoup par écrit pendant les cours au lycée, parce qu'on s'ennuyait parfois, et on aimait bien se raconter des petites choses du quotidien. Et cette amie, à l'âge de 27 ans, m'a offert un classeur dans lequel elle avait mis toutes les lettres que je lui avais écrites sur des pages d'agenda. Et on a découvert, je dis on, mais en fait c'est je, j'ai découvert que j'avais plusieurs écritures différentes et que ces lettres étaient signées par différentes identités qui chacune écrivait avec sa propre écriture et que ces lettres racontaient le fonctionnement de cette collectivité d'altères. Ça m'a permis de reconstituer le puzzle parce que j'avais mis un petit peu ça sous le tapis en avançant. Donc je ne voulais pas voir mes personnalités traumatiques, j'avais tendance à les cacher. On dit identité plus que personnalité maintenant, mais ces identités traumatiques, je voulais les cacher au monde. Donc c'était la personne que j'étais et qui sombrait en fait dans les addictions, qui se retrouvait à l'hôpital après des tentatives de suicide. Tout ça au travail, on ne le voyait pas. Ces lettres révélaient qu'en réalité elles existaient et je leur avais même donné à l'époque, donc quand j'étais enfant puis adolescente, des noms. Pour moi, c'est comme une manière de nommer la personne que je suis au travail, s'appelle Alexia. La personne que je suis à la maison s'appelle Didi. C'est pas des extraterrestres, c'est pas des monstres, des fantômes ou des puissances venues de l'au-delà. En fait, c'est les noms que l'enfant que j'étais a donnés à ces différents rôles qui allaient lui permettre de fonctionner normalement. C'est cette prise de liberté qui rend le fonctionnement au quotidien pas difficile, mais un peu comme un défi, parce qu'il faut sans arrêt faire en sorte que chacun de ces rôles ait l'impression d'avoir eu suffisamment de temps pour lui sans aller manger l'autre temps dont vous avez besoin pour vivre, parce qu'on a besoin de travailler, parce qu'on a besoin d'aller à ses rendez-vous médicaux, parce qu'on a besoin de faire son ménage, parce que donc il faut que je gère sans arrêt ce temps sans générer de frustration et donc de source de stress envers moi-même. Ma plus grosse perte de mémoire, elle s'est passée dans le métro. Un matin, je prenais la ligne 1 du métro, j'habitais dans le 12e arrondissement, je prenais le métro à Nation et je devais être à La Défense, à une réunion de travail. Ce trajet, je le faisais tous les jours. Je prends le métro et je me réveille, mais c'est vraiment le terme, 1h30 après, sur une autre ligne, sans savoir ce que je fais là. Je regarde mon téléphone et je m'aperçois qu'il s'est passé 1h30 pendant lesquelles je ne sais pas ce que j'ai fait.
C'était extrêmement perturbant. J'ai vécu la scène comme un film d'horreur, finalement, où vous vous dites, mais il aurait pu m'arriver n'importe quoi pendant cette heure et demie. C'est comme si quelqu'un avait déplacé mon corps d'un endroit à l'autre. En plus, je suis dans le métro, je vois le train passer et je me dis, mais j'aurais pu aussi me retrouver sur les voies, j'aurais pu sauter. Enfin, ça fait peur de ne pas être en maîtrise de son propre corps. Donc, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi et forcément, je me retrouve en situation de panique. Pour autant, très professionnelle, je cherche mon chemin quand même, à retrouver mon chemin pour arriver au bureau. J'arrive à la Défense, je travaillais au 17e étage. Et là, je m'effondre en larmes devant mes collègues qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « J'ai perdu la mémoire pendant 1 heure et demie et je ne sais pas ce qui s'est passé. » Alors forcément, mes collègues m'ont pas dit « T'as un TDI ?» Ils ont dit « Mais attends, tu fais un burn-out. » C'est le terme voilà, qu'on a tendance à utiliser quand on voit quelqu'un en souffrance. À l'époque où j'ai perdu la mémoire, je connaissais même pas le trouble dissociatif de l'identité. Là, le médecin me dit « On va faire des examens. » Et on me fait passer des scanners ou IRM, je ne sais plus, et des analyses. Et moi, je m'imagine le pire. Je me dis, j'ai un problème, j'ai une tumeur au cerveau, un Alzheimer précoce, ça existe. Hein, donc je me dis, pourquoi il se passe un truc, c'est pas possible de perdre la mémoire comme ça à moins de 40 ans. Et en réalité, je me suis aperçue quelques mois plus tard que tout s'expliquait. Dans mon travail, au moment du diagnostic, ça a été extrêmement compliqué. Je m'attendais à beaucoup de bienveillance de la part de mes collègues, de la part de mon manager, parce que je me suis dit naïvement, on est à l'ère de la responsabilité sociétale des entreprises. En plus, je travaillais dans un service qui était tourné vers le monde associatif, et je me suis dit, il n'y a aucune raison qu'on ne m'accueille pas. Et après tout, qu'est-ce que ça va changer ? J'ai un trouble dissociatif d'identité, ok, mais il y a quelques mois, on m'a dit que j'étais un excellent cadre, dynamique. Pourquoi est-ce que le fait d'être diagnostiqué changerait quelque chose, finalement, à ce mérite que j'ai dans mon travail? J'en ai parlé à une collègue de travail parce que j'avais besoin de me confier. Et c'est aussi quelque part un peu ma responsabilité parce que j'en ai parlé un peu maladroitement. C'est-à-dire que j'ai dit à cette personne, j'entends des voix. Et donc ces fameuses voix intérieures ont été prises pour des voix extérieures. Et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que cette collègue, sans doute par peur, est allée informer mon manager. Et j'ai été descendue en entretien et j'ai dû quitter effectivement cette entreprise. Quand on parle de son diagnostic de trouble de santé mentale, on prend un risque parce que toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas préparées à ça. Les préjugés sont là et le risque de perte d'emploi existe. Pour autant, à un moment donné, si on ne se montre pas, si on ne parle pas, pas en toute banalité, mais de manière beaucoup plus apaisée de ces différences, eh bien, on continuera à se voiler la face, à se mettre des œillères et à rester comme ça dans une société qui stigmatise, où la différence est une honte qu'il faut cacher. J'ai vécu des traumatismes étant enfant, j'ai vécu des traumatismes adolescente, j'ai été violée à l'âge adulte, j'ai été battue. Et je ne vais pas me reprendre une souffrance par-dessus la souffrance en disant je devrais avoir honte de ce que je suis. Je n'ai pas honte de ma vie passée parce que ma vie passée fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Oui, j'ai un trouble dissociatif de l'identité. Oui, je suis fière d'être aujourd'hui là, avec le sourire, avec ce que j'ai vécu. Et je suis fière d'en parler parce que ça peut aider beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la même situation.